Bonjour, je vais faire juste une rapide présentation de qui je suis et de ce que je représente, parce que ça peut être un peu flou. Donc je m'appelle Lila Brune-Rémy, je suis étudiante, j'ai 18 ans, et je viens au nom de l'association Youth for Climate. On est en fait la branche de l'organisation mondiale Friday for Futures. Vous en avez peut-être déjà entendu parler en 2018-2019, quand il y avait eu les fameuses grèves pour le climat, suite à l'appel de Greta Thunberg. Et donc, je viens parler des questions de résistance et de construction d'alternatives au nom de ma génération. On nous appelle parfois la génération climat, la génération Greta. C'est des formules assez globales qui, à mon goût, ne représentent pas forcément la nuance de ce qu'on trouve dans notre génération. Mais on se rend compte que chez les jeunes militants climat, il y a tout d'abord cette notion de résistance personnelle. Parce qu'on a en général entre 15 et 25 ans. On est né dans un système qui nous a toujours offert tout de suite, quand on vient en tout cas de pays occidentaux favorisés. Et donc, on se rend compte que la résistance et la mobilisation commencent tout d'abord par une résistance personnelle contre un système qui, par exemple, nous offre des t-shirts à 5 € qui viennent de l'autre bout du monde et étaient produits à coût humain, contre un système agroalimentaire qui nous offre aussi des produits qui viennent de l'autre bout du monde pour rien du tout. Donc, la résistance commence tout d'abord par un changement de son mode de vie. C'est quelque chose qui peut être assez difficile à mettre en place à 15-16 ans, quand on a juste envie d'avoir une paire de Nike comme tout le monde et de manger des avocats qui ont fait plus de voyages que nous. Donc, c'est d'abord changer son mode de vie, mais on peut aller plus loin. On peut se battre contre cette société en utilisant ce que je peux appeler la pression populaire. C'est quelque chose qui a émergé, donc, par exemple, grâce aux mobilisations de la jeunesse. Ça a été des grèves de l'école. C'est quelque chose qui n'a pas un impact énorme, mais qui était plutôt symbolique, et qui a été ensuite entretenu par d'autres mouvements. Et ce que je trouve intéressant, par exemple, c'est de citer la pression qui s'est faite sur le plan de la justice. Vous avez peut-être entendu parler, ça a commencé il y a 2 ans, l'affaire du siècle. C'est un collectif de 4 fondations qui a entrepris de traîner l'État français en justice pour inaction climatique. Il y a eu 2 millions de soutiens, c'était très important. Ça a abouti. Après un recours, ça a abouti de façon favorable et l'État français a été jugé coupable. Donc ça, c'est les formes de pression populaire qui visibilisent la cause et qui restent dans le cadre d'une citoyenneté et d'une mobilisation assez modérée. Mais on se rend compte que la désobéissance, notamment des jeunes, peut aller plus loin. La désobéissance civile, par exemple, est quelque chose qui est de plus en plus entretenu dans nos associations, alors qu'on est quand même un public et des militants assez jeunes, donc c'est pas forcément ce dont on a l'habitude, mais on est beaucoup inspiré de mouvements militants qui ne datent pas d'hier. Je pense par exemple à la mobilisation qui avait eu lieu sur le plateau du Larzac, où il y a quand même quelques luttes comme ça qui sont un peu iconiques, mais quelque chose qui est toujours entretenu par des jeunes, ou même en Occident, en Europe. Par exemple, il y a quelques années, avait eu lieu une mobilisation en Allemagne pour une forêt, la forêt de Hambrach. Et en fait, c'était une forêt qui était vieille de plus de 12 000 ans, donc plus vieille que toutes les civilisations européennes. Et en fait, les 10% de la forêt restante, qui avait des arbres très importants sur le plan de la biodiversité, mais aussi symboliquement, devaient être rasés. Il restait 10% pour accéder à des réserves de lignite. C'est un charbon très bon marché. Et il y avait une mobilisation de la population allemande, donc des personnes très jeunes, mais c'était vraiment de toute génération qui s'étaient mobilisées pour quelque chose qui n'avait pas une grande importance. Si on parle en termes de profit ou même d'impact écologique, c'était plutôt symbolique. Mais on se rend compte que cette mobilisation presque émotionnelle est très importante parce que, justement, elle mobilise les foules.
Donc, il y a par exemple ce type de mobilisation contre la destruction des forêts. Je pense aussi au projet de Francis Allais, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un botaniste qui se bat pour la restitution des forêts primaires en Europe. Et donc ça, c'est aussi un type de combat qui est beaucoup plus institutionnel, dans le sens où il travaille par exemple avec l'Union européenne. Mais on se rend compte que cette idée de patrimoine commun, de patrimoine naturel, est aussi un moyen d'amener les gens à rentrer en résistance. Et je vais sur ce point terminer avec la mobilisation des populations indigènes. Donc là, on passe tout de suite dans une forme de désobéissance civile un peu plus violente, et on reparlera notamment de la question de la violence un tout petit peu après. Il y a quelques années, en fait, avait commencé un projet de construction d'une route qui traverserait donc toute l'Amérique latine en rejoignant donc, l'Atlantique et l'autre océan. Et donc, toute cette route, en fait, devait avoir un impact énorme sur les milieux de vie de ces populations. Et les populations indigènes, qui, par contre, n'avaient pas les outils de mobilisation que nous, jeunes occidentaux, ont réussi à empêcher ce projet de construction qui aurait eu un impact énorme sur leur milieu de vie, mais aussi sur la biodiversité, en se structurant en société et en alliant, du coup, les différentes communautés qui n'avaient pas les moyens de communication que nous disposons en Europe. Et enfin, par rapport à la question de la violence, c'est une notion sur laquelle on s'interroge beaucoup en tant que jeunesse, parce qu'on ressent profondément l'urgence climatique. On essaye toujours de rester dans une optique non violente, parce qu'on pense que ce n'est pas forcément nécessaire, et on se questionne sur l'impact concret que ça a. Et je pense que la notion qui fait le plus consensus, c'est que la violence contre les personnes et les individus est complètement proscrite, parce qu'elle n'aura qu'un impact négatif, et ça nous paraît complètement fou de vouloir sauver une population, sauver une biodiversité en s'en prenant aux individus. Mais dans certains mouvements, je pense notamment à Extinction Rebellion ou certaines branches de Greenpeace, il y a un entretien dans les désobéissances civiles d'une certaine forme de violence, mais toujours contre des infrastructures. C'est quelque chose qui peut être discuté quant à l'impact que ça a. C'est souvent plus impactant médiatiquement que réellement. Donc c'est toujours une question qui ne fait pas consensus partout. Et enfin, pour terminer avec Extinction Rebellion, c'est un mouvement qui a émergé en 2018, qui se bat avec beaucoup d'actions coup de poing surtout, souvent très médiatisées, assez symboliques, beaucoup d'actions où il y a des mises en scène presque artistiques, si je peux le qualifier de cette façon, assez gore un peu, dans le sens où il y a toujours beaucoup de sang, donc c'est très visuel. Mais en fait, ces mobilisations constantes, qui ont été très importantes, par exemple en Grande-Bretagne, ont amené, en tout cas, ont participé à la reconnaissance par le gouvernement de la situation de crise environnementale et écologique. Donc c'est quelque chose où on se rend compte que la mobilisation, même si elle est symbolique, a toujours un impact à des échelles plus politiques et presque internationales. Et enfin, pour faire plutôt un point sur les volontés en fait, de la jeunesse climat, je pense qu'on est une jeunesse assez diverse, mais on est souvent un peu mis dans une forme de caricature représentée souvent par Greta Thunberg, avec des caractéristiques un peu exacerbées et moquées. On a beaucoup d'autodérision, donc ça ne nous gêne pas. Mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est que nous ne sommes pas là pour... je parle en nous, mais après, je comprends qu'il y ait vraiment des divisions dans notre génération, mais nous ne sommes pas là pour nous opposer à un passé. Notre mouvement ne représente pas une certaine colère en fait, envers les générations passées, parce que c'est quelque chose qui est fait. Ça ne sert à rien, sincèrement, de s'énerver contre les personnes qui ont amené tout ça. Mais en fait, on essaye de porter plutôt un mouvement d'espoir, mais surtout une nouvelle histoire, dans le sens où on a beaucoup de mal à se projeter
selon le rapport Midos, qui a quand même été publié dans les années, en 1972, ce qu'on appellerait l'effondrement, en tout cas. Ça a été théorisé de différentes façons, donc il y a des dates différentes, mais devrait se dérouler dans les années 2030. Donc c'est quelque chose où moi j'ai 18 ans, les années 2030, j'en aurais même pas 30. Donc on a beaucoup de mal à se projeter. Donc on ne se bat pas en fait contre ce qui s'est passé avant, on se bat juste pour avoir une autre histoire et un autre futur, en essayant de réécrire notre façon de penser par exemple. C'est quelque chose qui je pense, est fondamental. Et on ne peut pas entrer en résistance juste en pointant du doigt ce qui ne va pas dans le système, mais aussi en proposant un autre système. Et c'est quelque chose qui est très important. On peut par exemple s'inspirer de la pensée de Philippe Descola, qui est un anthropologue de la nature, et qui a théorisé une nouvelle façon de concevoir notre rapport avec la nature, en s'opposant à la dichotomie nature-culture. Et je pense que ces types de pensées, cette façon de raconter l'histoire, de raconter l'espèce humaine, de la remettre à sa bonne échelle d'espèces comme les autres, peut nous permettre justement de raconter un autre futur et de participer à entretenir, comme l'ont dit Gus Massia et Raffaella Bolini, une nouvelle culture de la solidarité, ce qui je pense est très important, mais c'est quelque chose que nous n'avons pas inventé. La solidarité internationale, la solidarité écologique ne date pas d'hier, mais c'est quelque chose que notre génération veut vraiment entretenir. Et je terminerai avec l'exemple des ZAD, donc les zones à défendre. C'est aussi un type de structuration de société qui est assez pointé du doigt, en tout cas présenté de façon assez caricaturale en fait. Je pense par exemple à la représentation qu'Emmanuel Macron avait entretenue des écolos comme ce modèle Amish, et c'est quelque chose où je trouve ça pas du tout pertinent parce que c'est pas du tout une vraie représentation de ce que peut être par exemple une zone à défendre. Et donc les ZAD sont initialement construites pour s'opposer à un projet, je pense à celle de Notre-Dame-des-Landes contre l'extension de l'aéroport, mais c'est surtout un lieu qui a permis de recréer une nouvelle façon de vivre. Et c'est pour ça que ce lieu a persisté et que même si le projet a été abandonné, des personnes continuent à y vivre et continuent à entretenir cette façon de vivre en communauté, de façon solidaire. Et moi, j'ai découvert en fait cette utilité de la zone de Notre-Dame-des-Landes avec le livre d'Alessandro Pignocchi. C'est une bande dessinée graphique qui s'appelle La recomposition des mondes, qui montre par le dessin et par son expérience, son séjour dans la ZAD, de comment est-ce que la zone de Notre-Dame-des-Landes a tellement plus à offrir que seulement une opposition à un système, mais aussi la construction d'un autre à travers de nouveaux mythes, de nouvelles histoires et une nouvelle destinée collective pour les générations futures.